putain, mais qu'il est con. Putain, mais c'est pas le bon film. Ah ouais? Ouais, c'est pas grave, on la refait. Je l'ai même pas touché. Ah putain. Mais c'est pas encore le bon film! Tourné en Alaska, Colombie-Britannique pour les extérieurs et à Los Angeles chez Universal Studios pour les scènes intérieures avec un budget de 15 millions de dollars. Il n'en rapportera que 19 à l'époque et sera farouchement critiqué pour son nihilisme durant une période où l'Amérique rejettera en masse ce genre de film sombre afin de jouir d'autres productions réganiennes, hollywoodiennes. Je suis le cuistot du ciné et je vais tenter de vous servir un plat qui est extrêmement savoureux. Je parle bien sûr du chef-d'œuvre de John Carpenter. Bon, allez, on digère, c'est bon, on a bien compris. Je voulais bien sûr parler de The Thing. C'est parti. Antarctique, période glaciale. On se réchauffe entre 12 mâles bien virils du XXe siècle, à l'abri des moins 40 en extérieur et des futurs #MeToo qui iront jusqu'à compromettre les relations sexuelles entre hommes bonobos et femmes ultra malignes et parfaites, ce qui générera toutefois la même approche apocalyptique du film. Mais là, on digresse. Un chien errant sorti du film Cro-Blanc de Disney court à toute allure dans une neige profonde et étendue. Mais alors qu'il s'apprête à regagner la base de nos 12 hommes, virils et poilus, un hélicoptère le poursuit et tente de l'abattre. Eh bien oui, car il vient de bouffer Ethan Hawke. Mais ce que personne ne saura avant de neutraliser les poursuivants, et non le kleps, c'est que celui-ci transporte un bagage peu commun. À partir de cet instant, les choses vont changer. Et oui, un 13e est arrivé dans la bande, et ça sent pas le porte-bonheur. Produit par David Foster, Laurence Tourman et Larry Franco, assistant réal également, et le type de l'hélicoptère que l'on voit qui essaye d'abattre le chien. Basé sur une nouvelle de John Campbell, sur un scénario de Bill Lancaster, fils de... Et non, ce n'est pas une insulte, laissez-moi le temps de finir cette phrase, bande de réac. Un genre qui fait rêver les ménagères, sauf que moi je les moi les ménagères. Et surtout, remake officiel du film de 1951, La chose d'un autre monde de Christian Nyby et officieusement de Howard Hawks. Ce sont les producteurs Foster et Tourman qui vont tenter dans les années 70 de porter le projet à l'écran en faisant appel au studio Universal qui tentera d'enrôler Tobe Hooper, réalisateur en vogue avec son Massacre à la tronçonneuse, alors que JC, lui, ne sera que à l'aube de son Halloween et ne représente pas l'idéal d'un réalisateur dépendant d'un studio. Cependant, après son succès suite à son film de citrouille et son remake approuvé de Rio Bravo, de son idole Howard Hawks, justement, mais ça vous le savez déjà, puisque vous suivez la chronique depuis déjà 2 heures, JC est approché enfin, mais celui-ci veut remettre au goût du jour le film de Christian Nyby, à l'idée de reprendre la nouvelle originale, semblant plus paranoïaque et viscérale, du même ton que le scénariste Bill Lancaster, qui va écrire ensuite, notamment grâce à l'aide de JC. À la photo, on retrouve notre fidèle Dinken Day, que vous connaissez déjà et qui figure dans mes précédentes chroniques, et qui fera encore un travail formidable sur ce film utilisant une caméra capable de s'ajuster à l'exposition de la lumière selon les contrastes sur les décors en fond et ainsi contrôler la totalité. Au départ, Universal voulait que le film soit en noir et blanc, mais Dinken Day opta pour alterner les contrastes et couleurs, donnant ainsi une image froide
et chaude en même temps. Suite de l'équipe avec John Lloyd qui s'occupe des décors et offre une économie de environ 250 000 $ en convainquant les studios que la base des Américains serait également celle des Norvégiens au début du film, mais détruite par les flammes, ce qu'on retrouve à la fin du film The Thing. Ce décor va durer 6 mois de construction et offrira de belles prises de vue réelles en pleine Colombie-Britannique. Le professionnel qu'est John Lloyd déterminera l'esthétisme du film. Mike Ploog, auteur de bande dessinée, à l'époque, sera également sur le projet en storyboardant chaque scène monstrueuse du film. Mais lorsque The Thing est évoqué, il est important de citer le maquilleur et créateur d'effets spatiaux sur les bizarreries visqueuses présentes dans le film. Il s'agit de Rob Bottin, qui, tout jeune, déjà, à peu près 21 ans, s'associera avec le reste de l'équipe et finira par être atteint d'une pneumonie et d'un ulcère à la fin de ce tournage, tellement il y aura mis son âme et conscience, ou subconscience, ou inconscience, à vous de choisir. Il sera à l'origine des créatures et usera d'ingéniosité, d'inventivité et d'imagination sans précédent. Enfin, il est important de noter la présence d'Albert Whitlock, qui sera chargé des matte painting et qui avait déjà œuvré sur le film Les Oiseaux d'Alfred Hitchcock. On notera la présence de Todd Ramsay au montage, mais surtout Susan Turner pour la maquette du début du film avec ce vaisseau spatial qui atterrit sur la planète Terre. Au casting, on retrouve l'inévitable Kurt Russell, décidément acteur et ami fétiche de notre cher John Carpenter, ainsi qu'une future autre figure emblématique de son cinéma, peut-être un peu moins présente, telle que Keith David, mais ça, on en reparlera plus tard dans environ 2 chroniques. Concernant la suite du casting, des gueules encore et toujours avec Richard Masur jouant le rôle du maître chien, alors déjà vu sur Les Portes du Paradis, que je vous conseille, de Michael Cimino, David Clennon, Richard Dysart, Charles Hallahan, Peter Maloney, Donald Moffat, Joel Police et Thomas Waltz dans des rôles secondaires. Bon, j'ai un peu cité tout le monde. On va se faire la recette et ensuite on goûte le plat. C'est parti. « 19 millions de recettes épluchées. Étaler de la crème de Kurt Russell sur le tout. Saucer à la cuillère avec du Rob Bottin épicé. Mettre au four, régler la température, à moins environ Steven Spielberg au box-office. C'est le moment de la tarte Itiflette. C'était nul. Bon, eh bien, moi, je vais vous donner mon avis sur ce plat, quand même, ça compte. Le film est réalisé en 1982, et il est en prépa depuis que Carpenter faisait ses armes sur Dark Star. Il se présentera comme un film à grand budget pour l'époque, et John accédera à la réalisation grâce à ses récents succès, New York 1997, Fog, mais surtout Halloween, qui laisse présager un futur film à la jumpscare, ce qui ne sera pas le cas du coup sur The Thing. Les studios, confiants, règlent même la note salée de 1,5 million de $ concernant les effets spéciaux dont même Stan Winston participera également au grand aveu de Rob Bottin, déjà associé à Roy Arbogast et Randy Cook. Cook, cuisine, cuistot, voilà, pour ceux qui ont envie... Au passage, petit clin d'œil. Je découvre ce film il y a environ 16 ans, peut-être même 20 ans, je ne sais plus, j'arrive plus à remettre comme ça les dates en tête, en achetant le DVD par hasard dans un bac promo à 5 € pour vous dire à quel point on ne valorisait pas ce genre de film, même dans les années 2000. Et pourtant, le film sonnait en moi comme une espèce de classique, au rang de film culte, indissociable du grand art, et recommandé par certains de mes collègues cinéphiles. Je connaissais déjà Carpenter grâce à plusieurs longs que j'évoque déjà ici sur mes chroniques de la chaîne, mais celui-ci faisait pas partie de mes priorités. Grand mal me fasse, où pourrais-je affirmer qu'il ait fallu autant de temps afin de laisser mûrir mes goûts pour le cinéma. À la découverte du film, je suis scotché, dès le début. Voilà. Dès le début, à part l'intro avec la soucoupe que je trouvais un peu kitsch, la musique de Ennio Morricone et le début du film, dès le début du film en fait, m'intriguait. Effectivement, je suis surpris par la composition de ce dernier au générique du début du film. Et je dois reconnaître que malgré mon appétit féroce concernant le compositeur, je n'osais croire qu'il avait conçu cet ovni synthétiseur en ayant parcouru sa filmo, mais bref. Du coup, le film ne partait pas gagnant, jusqu'à direct le premier plan du film sur les
montagnes enneigées. Ensuite, la mise en place directe de l'enjeu avec ce camp rempli d'Américains scientifiques, ou aide de camp, à vous de voir. Le personnage de Macready nous envoie direct du lourd grâce au charisme du grand Kurt Russell, déjà convaincant avec son spleen et son goût pour les échecs remplis de Sky. Ensuite, la mise en place des différents protagonistes, un chien errant et une monstruosité assez gerbante dès le premier quart d'heure du film. Alors, on n'est pas sur le requin des dents de la mer, mais on jouera malgré tout sur le suspense propre à un Cluedo ou à la référence Agatha Christie, Les 10 petits nègres, que avait lu John Carpenter à l'époque. Pour ce qui est des références littéraires, j'ai déjà lu du Lovecraft, auteur à succès de récits fantastiques et effrayants très viscéral. Et j'avais lu Les Montagnes Hallucinées. Ce qui respire grandement dans ce film est encore empreint d'une littérature assez lugubre, mais remplie de mystères, tout comme The Fog pouvait être. Le casting est réussi et l'absence de femmes à l'écran réduit considérablement l'espoir de s'en sortir face à une situation sans issue, au regard du spectateur. Et oui, l'ensemble de ce groupe d'hommes se situe en Antarctique, donc très froid, sombre, et source de danger imminent ou extrême. Et la paranoïa est constante et on s'apprête au jeu de qui est qui, et surtout lors de cette scène culte du test sanguin, qui aujourd'hui se ferait sous la métaphore du Covid, car même à l'époque, des journalistes assez malins avaient déjà fait un rapprochement avec le sida. Bref, pour moi, ce fut une claque, un régal. Ce plat, très épicé, mais qui vous donne la sensation de vouloir le revoir, car extrêmement culte, une fin énigmatique, même encore aujourd'hui, malgré son âge, et une musique, malgré tout, assez empreinte d'une identité forte. Allez, maintenant, on va passer au plan de travail et on va se poser quelques temps dessus. C'est parti. Lors de cette scène, l'acteur Hallahan n'avait que sa tête qui sortait de dessous la table où il se trouvait. Et Rob Bottin avait placé des techniciens dessous avec le faux torse velu sur la table et un mécanisme sous la peau qui s'ouvrait d'un coup avec des giclées de gelée d'environ 25 litres sur le plateau. En fait, 25 litres étaient prévus sur le plateau. Ils employèrent une personne amputée des deux bras jouant le médecin et se faisant mâcher par la chose. Ils lui collèrent un masque de latex représentant les traits de l'acteur principal. Et les bras étaient bien sûr du façonné Rob Bottin. Allez, bande de gourmands, c'était les petits plans de travail. Maintenant, on va passer au dessert. Et c'est parti pour les anecdotes. Pour les effets de froid en intérieur, étant donné qu'ils tournaient en studio à Los Angeles où il faisait 40 degrés dehors, ils ont utilisé des studios qui étaient déjà réfrigérés et usaient d'une technique particulière afin de créer le souffle et la condensation en projetant une couche humide dans l'air froid, comme les salades que vous voyez exposées dans les hypermarchés. Deuxième anecdote, il y eut un accident, et oui, lors du tournage sur la scène de la réanimation avec la tête qui se décolle du corps et les protagonistes qui usent de leur lance-flamme. JC, grand malin réalisateur qu'il était, voulait absolument que sur ce plan, on fasse le raccord avec le plan précédent et le plan suivant. Il décida d'envoyer un technicien avec un tube relié par un tuyau de gaz. Le tube était percé et on envoyait le gaz, on allumait un petit feu grâce à un briquet et ça projetait des flammes juste en dessous de la lentille de la caméra. Cependant, le briquet ne fonctionnait pas et le gaz continuait à s'échapper et il décidait d'allumer jusqu'au moment où ça s'est enflammé dans la totalité de la pièce et ça a foutu le feu. Et il a fallu refaire la scène. Et c'était au courage de ceux qui étaient maquillés puisque c'était au moins 10 heures de maquillage. Et voilà, on en a fini avec The Thing, un grand chef-d'œuvre, bien sûr. Ce film fait partie de mon top 3 John Carpenter.
Je l'aime, je l'adore. Je l'ai ici en édition Blu-ray, donc je vous le présente. C'est une édition, petit hommage à Tueur de rôdeurs, qui est une chaîne exceptionnelle. Allez voir la chaîne de Tueur de rôdeurs. Et en fait, c'est une édition Titan of Cult. Et ça présente pas mal de bonus qui sont hyper intéressants. Le packaging l'est encore beaucoup moins, hein, très plastoc. Mais cependant, moi j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup le film et puis je le trouve très intéressant. Et allez voir The Thing. Voyez aussi celui de 2011. Hein. Il est plutôt pas mal dans son genre. C'est juste un préquel. Et honnêtement, voilà, quand vous voyez The Thing et The Thing de 2011, au final c'est plus un remake qu'un préquel, qu'un reboot, enfin bref. Et donc, merci. J'espère vous avoir le mois prochain ou d'ici 2 mois en tout cas pour la suite de la rétrospective de John Carpenter. On attaquera un sacré morceau qui est... je suis passé à Starman avant de faire The Thing, j'ai attendu l'hiver pour faire cette intro. Et donc du coup, nous aurons le fameux Jack Burton dans les griffes du mandarin. Et oui, les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin, ça sera certainement le mois prochain ou le mois d'après. Bien sûr, j'espère que vous suivez encore cette chaîne. N'hésitez pas à liker, commenter, partager ou à disliker si vous n'aimez pas. Ça ne me gêne absolument pas. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé cette rétrospective jusqu'à The Thing. J'avoue que j'aime le rythme que j'y mets et j'aime aussi parler de ce réalisateur. Bref, ciao les cuistots et puis à la prochaine.